Ma mère a tout annulé et dit à mon fiancé que j'étais avarié. Le jour J, 200 invités ont trouvé un terrain vide. Mais ma témoin avait un plan secret préparé depuis 6 mois. Ce qui s'est passé ensuite a laissé ma mère sans voix. Je m'appelle Valérie Fontaine. J'ai 28 ans. 7 jours avant mon mariage, j'ai découvert que ma propre mère avait annulé tous les prestataires, les fleurs, le traiteur, le lieu de réception, et qu'elle avait dit à mon fiancé que j'étais une marchandise avariée et qu'il était en train de faire la plus grande erreur de sa vie. Le jour de notre mariage, 200 invités sont arrivés sur un terrain vague. Mais mademoiselle d'honneur avait vu le coup venir 6 mois plus tôt. Ce qu'elle a planifié et ce que ma mère a découvert ce jour-là a tout changé. Maintenant, laissez-moi vous ramener 8 mois en arrière, la nuit où Nicolas a posé un genou à terre dans notre cuisine, et l'appel téléphonique de ma mère qui a suivi 11 minutes plus tard. Nicolas m'a fait sa demande un mardi soir. Pas de restaurant chic, pas de bague cachée dans le dessert. Il se tenait juste dans notre minuscule cuisine à Saint-Rémy, en province, tenant une bague pour laquelle il avait économisé pendant 7 mois, et il a dit « Je n'ai pas de grand discours. Je sais juste que je veux que chaque matin commence avec toi. » J'ai dit oui avant même qu'il ne finisse sa phrase. Nous nous sommes assis par terre dans la cuisine après ça, mon dos contre les placards, son bras autour de mes épaules, et je n'arrêtais pas de tourner ma main sous la lumière, regardant le petit diamant briller. Pendant 11 minutes, le monde était absolument parfait. Puis mon téléphone a sonné. Maman. Je décroche, souriant encore. Maman. Mais Nicolas vient de. Où est-ce que tu vas le faire? Pas de félicitations, pas de surprise. Oh, ma chérie, le mariage, dit-elle. Où est le lieu de réception? J'ai besoin de savoir maintenant. Je jette un coup d'œil à Nicolas. Il penche la tête, à l'écoute. Nous n'avons encore rien décidé, maman. Il vient littéralement de. Eh bien, il va falloir commencer à décider. Ces choses-là se réservent 1 an à l'avance. Je vais m'occuper des appels. Je dois vous expliquer quelque chose. Toute ma vie, chaque décision que j'ai jamais prise est d'abord passée par ma mère. Quelle université? Quelle filière? Quel appartement? Quand mon père est mort, j'avais 19 ans. Elle m'a serré contre elle à l'enterrement et a chuchoté, « Il n'y a plus que nous deux maintenant. Tu es tout ce qu'il me reste. » Et depuis ce jour, lui dire non me donnait l'impression d'abandonner une veuve. Alors, quand je lui dis que nous voulons l'organiser nous-mêmes, elle se tait. 4 secondes. Je les compte. Bien, dit-elle. Je comprends. Tu n'as plus besoin de moi. Ma poitrine se serre. La vieille culpabilité, celle qu'elle a installée comme un logiciel quand j'étais enfant, démarre instantanément. Non, maman. Bien sûr que j'ai besoin de toi. Je veux que tu m'aides. Je l'entends expirer, satisfaite. Nicolas m'observe de l'autre côté de la cuisine. Il ne dit rien, mais sa mâchoire se contracte légèrement, comme lorsqu'il se retient de dire quelque chose. Je ne le savais pas alors, mais cet appel téléphonique était le premier coup d'une partie d'échecs que ma mère attendait de jouer. 3 mois après les fiançailles, ma mère a tout pris en main. Ça s'est fait progressivement, comme l'eau qui monte dans une cave. Au moment où vous vous en rendez compte, vous en avez déjà jusqu'aux chevilles. D'abord, elle propose de passer quelques coups de fil aux prestataires parce que je suis occupé par mon travail d'institutrice en CE2. Ensuite, elle commence à se présenter aux dégustations sans me le dire. Puis, elle change mes coordonnées sur le compte de la fleuriste pour y mettre son propre numéro. Je voulais des fleurs des champs, des tournesols, de la lavande, du gypsophile, quelque chose de lâche, de désordonné et de vivant. Ma mère commande des roses blanches pour l'élégance. Elle me dit, tu me remercieras. Je voulais du porc effiloché rôti à la broche et du pain rustique. On ne peut pas servir ça à un mariage, Valérie. Les gens vont parler. Je voulais que le plan de table place la famille de Nicolas devant. Elle le réorganise pour que ses propres amis remplissent les 4 premières rangées. Quand je résiste doucement, la seule façon dont je sais le faire, elle pleure en plein milieu de notre salon, tamponnant ses yeux avec un mouchoir qu'elle avait déjà à la main. J'essaie juste de rendre ça magnifique pour toi. Ton père l'aurait voulu ainsi. Et je cède, à chaque fois. Nicolas commence à passer de plus longues heures dans son atelier. Il ne se plaint pas,
mais je le surprends parfois debout devant son établi, ne construisant rien, fixant simplement le mur. Un soir, Chloé, ma demoiselle d'honneur et ma meilleure amie depuis la classe de 4e, vient pour planifier le dîner de répétition. Elle regarde ma mère réorganiser les échantillons de centre de table que j'avais choisis, les remplaçant tous. Chloé ne dit rien à Diane, mais plus tard, à la porte, elle m'attrape le bras. J'ai besoin que tu me fasses confiance sur quelque chose. Ne pose pas de questions pour l'instant. Je ris nerveusement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle me serre juste la main et part. Je n'ai pas compris. Pas à ce moment-là. 2 mois avant le mariage, ma mère invite Nicolas à déjeuner. Juste tous les deux. Elle dit que c'est pour parler de choses de famille. Je pense que c'est bon signe. Mais Nicolas rentre à la maison cet après-midi-là et s'assoit en face de moi à la table de la cuisine. Il croise les mains. Il fait attention à ses mots. Il le fait toujours. Mais je peux voir la tension dans ses épaules. Ta mère m'a dit que tu avais fait une dépression à l'université. Mon estomac se noue. Elle a utilisé l'expression marchandise avariée au point. Je le regarde fixement. La pièce tangue. Elle a dit, ma fille a besoin de quelqu'un qui puisse la gérer. En es-tu vraiment capable? J'ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Parce que oui, après la mort de mon père, j'ai traversé une période sombre pendant ma 2e année de licence. J'ai vu un psychologue. J'ai surmonté ça. Ce n'était pas un secret, mais ce n'était pas non plus une arme. Ma mère en a fait une arme. Qu'est-ce que tu as répondu, ai-je murmuré. Nicolas me regarde calmement. J'ai dit que je ne voyais aucune avarie. Je vois quelqu'un qui vous a survécu. Quelque chose se brise dans ma poitrine. Pas de la douleur, quelque chose de plus chaleureux. Elle est partie après ça, dit-il. Elle n'a pas fini son thé glacé. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonne. Maman. Nicolas m'a manqué de respect au déjeuner. Maman, il t'isole de ta famille, Valérie. C'est ce que font les hommes comme lui. Les ouvriers, les artisans, sans ambition. Ils fabriquent des meubles avec ses mains. Ton père était comptable. Papa n'est plus là. Silence, puis, très doucement, ne t'avise jamais de me jeter ça à la figure. Elle raccroche. Je reste assise dans la cuisine, tenant mon téléphone, coincé entre 2 versions de la vérité, celle de ma mère, où elle me protège, et la vraie, où elle essaie de s'assurer que je ne partirai jamais. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était que la première étape de son plan. Les rumeurs commencent doucement. 6 semaines avant le mariage, j'entre dans le salon de coiffure de Patricia, sur la grande rue, pour ma coupe habituelle. Patricia, qui me coiffe depuis que j'ai 14 ans, m'assoit et se penche près du miroir. Ma chérie, ça va? Ta maman est passée hier, elle a dit que les choses n'allaient pas bien à la maison. Je cligne des yeux. Qu'a-t-elle dit exactement? Patricia hésite. Juste que tu as eu des difficultés. Que Nicolas n'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Je souris. Le genre de sourire qu'on plaque sur son visage quand on est en train de se liquéfier de l'intérieur. Et je dis, tout va bien, Patricia. Vraiment. Mais ça ne va pas. Parce que le lendemain, j'entre dans l'épicerie de Madame Morel pour faire des courses, et à la caisse, elle me jette un regard que je n'ai jamais eu auparavant. De la pitié. De la pitié pure et non filtrée. Valérie. Ma puce, si jamais tu as besoin de parler. Je ne demande pas ce qu'elle a entendu. Je le sais déjà. Saint-Rémy compte 4000 habitants. Dans une ville de cette taille, une rumeur ne voyage pas. Elle se téléporte. En 48 heures, ma mère a semé la même histoire dans chaque café et chaque parking d'église. Valérie est fragile. Nicolas est une erreur. Le mariage ne devrait pas avoir lieu. Je commence à le ressentir partout. Les regards en billets à la poste. Le ton trop doux des parents à la sortie de l'école. Les gens me traitent comme si j'étais faite de papier mouillé. Ce jeudi soir-là, mon téléphone vibre. Un texto de Chloé, ne réagit à rien de ce que ta mère fera cette semaine. Je suis sérieuse. Fais-moi confiance. Je fixe l'écran. Que c'est Chloé que j'ignore? Je réponds, tu me fais peur.
3 petits points apparaissent, puis disparaissent, puis réapparaissent. Bien. Avoir peur signifie que tu es attentive. Elle ne donne pas plus d'explications. Et pour des raisons que je ne saurais articuler, je n'insiste pas. Quelque chose bouge sous la surface. Je ne peux juste pas encore le voir. À 5 semaines du jour J, ma mère appelle Sylvie Lefebvre. Mais je ne l'apprends pas par Sylvie. Je l'apprends par Nicolas, qui l'apprend de sa mère, qui l'appelle à 9 h un samedi matin, la voix tendue et prudente. Nicolas, y a-t-il quelque chose à propos de Valérie que je devrais savoir? Nicolas met le téléphone sur haut-parleur pour que je puisse entendre. Sylvie continue, Diane m'a appelé hier soir. Elle a dit que Valérie avait des antécédents de. Elle a utilisé le mot crise. Elle a dit que Valérie a eu besoin d'un traitement psychiatrique à l'université et qu'elle s'inquiète pour sa stabilité. Mes mains deviennent glacées. Elle m'a dit que tu devais savoir dans quoi tu t'embarquais, et que... Nicolas, je ne fais que répéter ce qu'elle a dit. Elle a traité Valérie de personne émotionnellement instable. Je regarde le visage de Nicolas. Son expression ne change pas, mais un muscle près de sa tempe se contracte. Maman, dit-il. Valérie a vu un psychologue après la mort de son père. C'est tout. Diane déforme la vérité. Sylvie fait une pause. Je te crois, mon chéri. Mais elle était très convaincante. Elle a pleuré. Évidemment, qu'elle a pleuré. Après que Nicolas a raccroché, il se tourne vers moi. Pour la première fois, je vois quelque chose dans ses yeux qui n'est pas de la patience. C'est de la clarté. Ta mère n'essaie pas de te protéger, Valérie. Elle essaie de te posséder. Je sais qu'il a raison. Je le sais depuis des années, peut-être. Mais l'entendre à voix haute, dans notre cuisine un samedi matin avec le soleil sur le sol, ça sonne différemment. Et ça sonne vrai. Ne te dispute pas avec ta mère à ce sujet, lui dis-je. C'est exactement ce qu'elle veut. Il hoche la tête, mais sa mâchoire est serrée. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je réalise quelque chose. Ma mère n'essaie pas seulement d'empêcher un mariage. Elle essaie de démanteler chaque relation que j'ai, un coup de fil à la fois. Et elle commence à manquer de personnes à appeler. Voici ce que personne ne vous dit sur les mariages, l'argent disparaît avant même la première danse. Nicolas et moi avons économisé pendant 3 ans. 16 000 euros, tirés de mon salaire d'institutrice et de ses premières commandes de menuiserie. Des vacances annulées, une voiture d'occasion au lieu d'une neuve. Chaque euro était affecté. Fleuriste, 2 000 euros. Traiteur, 4 500 euros. Acompte du lieu, 3 000 euros. Digi, photographe, location de matériel, gâteau. Le reste part très vite. La plupart de ces prestataires ont une politique d'annulation de 30 jours. Nous sommes maintenant dans cette fenêtre. Si le mariage n'a pas lieu, nous perdons presque tout. Je m'assois à la table de la cuisine un soir, la feuille de calcul de notre budget ouverte sur mon ordinateur portable. Nicolas est en face de moi, ponçant un pied de chaise à la main parce que le bruit de la ponceuse électrique dérange le chien du voisin. Si on devait tout annuler maintenant, dis-je, combien perdrait-on? Il ne lève pas les yeux. La majeure partie. On ne peut pas se permettre de perdre la majeure partie. Je sais. 16 000 euros. 3 ans à préparer nos déjeuners au lieu de les acheter. 3 ans où Nicolas a travaillé le week-end. Cet argent devait être notre point de départ. Un apport pour une maison, un filet de sécurité, un avenir. Et en ce moment, il est bloqué dans des contrats contrôlés par une femme qui pense que mon bonheur est une menace pour le sien. Je ferme l'ordinateur portable. Je presse mes paumes contre mes yeux. Si je ne fais rien, dis-je, plus à moi-même qu'à Nicolas, je perds l'argent. Je perds la face devant 200 personnes. Je perds la confiance de ta mère. Je baisse les mains. Et je me perds moi-même. Nicolas pose le papier de verre. Tu ne me perdras pas. Je sais. Alors on va trouver une solution. Je hoche la tête. Mais assise là, dans le silence de notre cuisine, je me dis que c'est le fond du trou. Que ça ne peut pas être pire. J'avais tort. 7 jours avant le mariage. Un lundi. Je corrige des copies à mon bureau pendant la pause déjeuner quand je décide d'appeler la fleuriste.
Juste une routine de confirmation rapide. Le téléphone sonne 2 fois. Fleur de Magnolia, ici Céline. Bonjour Céline, c'est Valérie Fontaine. Je vous appelle juste pour faire le point sur notre commande pour samedi. Un silence. Trop long. Madame, cette commande a été annulée il y a 3 jours. Le crayon dans ma main s'arrête de bouger. Pardon? Votre mère a appelé. Elle a dit que le mariage était annulé. Je raccroche. Mes doigts tremblent, mais je compose le numéro du traiteur. Mademoiselle Fontaine. Oui, nous avons reçu l'annulation jeudi. Votre mère a dit. Je raccroche encore. J'appelle le lieu de réception. Je suis désolé, Mademoiselle Fontaine. Madame Diane Fontaine a appelé et annulé la réservation. Elle a dit que la famille avait décidé. Je ne la laisse pas finir. Je suis assise à mon bureau. Je fixe mon téléphone, et je sens le sol se dérober sous moi. Pas se fissurer, se dissoudre, comme du sable sous une vague. J'appelle ma mère. Elle décroche à la première sonnerie, comme si elle attendait. Maman, tu as annulé mon mariage. J'ai annulé une erreur. Ce n'était pas ta décision. Tout ce qui te concerne est ma décision, Valérie. Je m'agrippe au bord de mon bureau. Je t'ai élevé, dit-elle, d'une voix plate et régulière. Je t'ai nourri. J'ai enterré ton père toute seule. Ce mariage, c'est à moi de le donner ou de le reprendre. Quelque chose bascule en moi. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid. Quelque chose qui dormait depuis 28 ans et qui vient d'ouvrir les yeux. Non, dis-je. Ce n'est pas à toi. Je raccroche. Mes mains tremblent encore, mais ma voix. Ma voix était ferme, et cela me surprend plus que tout ce que ma mère vient de dire. La pièce est très silencieuse. Mes 22 élèves de CE2 sont à la récréation, et je suis assise seule au milieu des décombres. Je ne me souviens pas du trajet pour rentrer à la maison. Je me souviens du sol de la cuisine, du froid du carrelage à travers ma robe, de la façon dont la lumière de l'après-midi dessinait un rectangle sur le mur qui bougeait si lentement que j'avais l'impression que le temps s'était épaissi. Je ne pleure pas. C'est ça qui est étrange. Je suis juste assise là, le dos contre le lave-vaisselle, mon sac toujours sur l'épaule, à fixer le vide. Nicolas me trouve dans cet état quand il rentre de l'atelier, de la sueur sur les avant-bras. Il me regarde, ne demande pas encore ce qui s'est passé, et s'assoit simplement à côté de moi sur le sol, assez près pour que nos épaules se touchent. 10 minutes passent, peut-être 15. Le réfrigérateur bourdonne. Elle a tout annulé, dis-je finalement. Tous les prestataires. Tous. Ils ne tressaillent pas. Quand? Il y a 3 jours. Dans mon dos. Sa main trouve la mienne. Sa paume est rugueuse et chaude. Elle m'a dit ce matin que c'était à elle de le donner ou de le reprendre, dis-je. Le mariage. Notre mariage. Elle a dit qu'il lui appartenait. Nicolas reste silencieux un instant. Bien. Alors on va régler ça. 7 jours, Nicolas. Pas de fleuriste, pas de traiteur, pas de lieu, et plus d'argent pour des remplaçants. Je sais. Ma mère veut que j'échoue. La phrase flotte dans la pièce comme un être vivant. C'est la première fois que je le dis à voix haute. Nicolas sort son téléphone. J'appelle Chloé. Il compose le numéro. Chloé décroche. Nicolas lui fait un résumé rapide. Prestataires annulés. Diane responsable. 7 jours. Chloé écoute. Je peux entendre le silence de son côté, pas un silence de choc. Un silence réfléchi. Nicolas et moi nous regardons. N'appelez aucun prestataire, dit Chloé. N'appelez pas ta mère. J'ai besoin de 48 heures. Cette même nuit, après que je sois tombé dans un état qui n'est pas tout à fait du sommeil sur le canapé, le téléphone de Nicolas sonne. Il est dans la cuisine. Je l'entends répondre, j'entends sa voix baisser. Je ne bouge pas. Plus tard, beaucoup plus tard, il me raconte ce qui s'est passé. Ma mère l'a appelé à 22h47. Elle a fait une dépression à l'université. T'a-t-elle raconté toute l'histoire? N. Nicolas ne dit rien.
Elle n'a pas pu sortir de son lit pendant 3 semaines. Elle a raté ses examens finaux. J'ai dû prendre l'avion et la ramener à la maison. Toujours rien. Elle ne supporte pas le stress, Nicolas. Elle va s'effondrer. C'est toi qui devras ramasser les morceaux. Il la laisse parler. Pars maintenant, dit-elle. Sauve-toi. Tu as l'air d'un homme bien. Ne la laisse pas ruiner ta vie. Nicolas tend le bras au-dessus du comptoir et appuie sur un bouton de son téléphone. Enregistrer. En France, la loi sur les enregistrements à l'insu des personnes est stricte, mais il sait que cela peut servir de preuve légale face à un juge pour harcèlement. Son ami Marc lui en avait parlé après un litige professionnel. Est-ce que c'est tout, Diane, dit-il calmement. J'essaie de t'aider. C'est noté. Il raccroche. Il sauvegarde le fichier. Il ne me le dit pas ce soir-là. Il voit que je tiens à peine debout et qu'un coup de plus pourrait fissurer les fondations. Le lendemain matin, il conduit jusqu'à l'appartement de Chloé avant d'aller travailler. Il lui tend son téléphone, l'enregistrement prêt à être écouté. Chloé écoute. Son visage ne change pas. Quand ça se termine, elle regarde Nicolas et dit « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». Nicolas demande « Qu'est-ce que tu prépares, Chloé ?» Elle tapote le téléphone contre sa paume. « Une assurance, répond-elle. » Il attend. Le genre d'assurance que ta belle-mère ne peut pas annuler. Elle n'en dit pas plus. Et Nicolas, parce qu'il est Nicolas, lui fait confiance de la même manière que moi, totalement. Et Chloé m'avait dit d'attendre 48 heures. Ce furent les 48 heures les plus longues de ma vie. Mais je ne savais pas encore qu'elle se préparait à ce moment depuis 6 mois. 5 jours avant le mariage. Chloé se présente à notre porte avec un dossier en papier craft assez épais pour caler une porte. Elle s'assoit à la table de la cuisine, la même table où Nicolas m'a demandé en mariage, où j'ai appris les annulations, où chaque tournant de cette année s'est produit, et elle ouvre le dossier. Je dois te dire quelque chose, dit-elle. Et j'ai besoin que tu me laisses finir avant de réagir. Je hoche la tête. Le jour où ta mère s'est portée volontaire pour s'occuper du mariage, il y a 6 mois, j'ai commencé à préparer des plans de secours. Je la regarde fixement. 6 mois. Tu te souviens de ta remise de diplôme à l'université? Je m'en souviens. Ma mère est arrivée avec 40 minutes de retard, a déclenché une dispute avec les parents de ma colocataire à propos du stationnement, et a passé la réception à dire à tout le monde que mon diplôme d'enseignement était une perte de temps et que j'aurais dû faire des études de commerce. J'avais pleuré dans les toilettes. Chloé m'avait tenu les cheveux. Je me suis fait une promesse ce jour-là, dit Chloé. Qu'elle ne gâcherait jamais un autre moment important pour toi. Elle sort un contrat imprimé. Le domaine des Chênes Verts. Une propriété privée avec jardin à 12 minutes du centre de Saint-Rémy. Propriété d'une femme nommée Juliette, une amie à moi dans l'événementiel. Le contrat est signé, au nom de Chloé, et daté d'il y a 6 mois. Un acompte de 2000 €. L'argent personnel de Chloé. Tu as dépensé ton propre argent? Ma voix se brise. Tu aurais fait la même chose pour moi. Je regarde la date sur le contrat. 6 mois. Elle a commencé ça la même semaine où ma mère a pris en charge les appels aux prestataires. Chloé l'avait vu venir avant moi, avant tout le monde. Nicolas est adossé au comptoir, les bras croisés. Il regarde Chloé comme si elle venait de traverser un mur. Je n'ai pas fait ça parce que je déteste ta mère, dit Chloé. J'ai fait ça parce que je t'aime. Je n'ai pas de mots. Je n'ai que des larmes. Et pour la première fois depuis des mois, ce ne sont pas des larmes de tristesse. Chloé feuillette le dossier comme un général qui briefe une salle d'opération. Fleuriste. Les fleurs de Céline à Clermont. Fleurs des champs, tournesol, lavande. Elle me regarde. Exactement ce que tu voulais à l'origine. Je presse ma main sur ma bouche. Traiteur. La rôtisserie de Jacques. Porc effiloché rôti à la broche, gratin, thé glacé et bocaux en verre. Nicolas laisse échapper un petit rire. Le premier que j'entends de sa bouche depuis des semaines. Le DJ, c'est mon ami Marc. La photographe, ma collègue Léa. Elle fait des mariages à côté. Coût total du plan B, 6 000 €. J'ai tout couvert. Vous me rembourserez quand vous pourrez. Je secoue la tête. Chloé,
c'est non négociable. Elle passe à autre chose. Liste des invités. J'ai récupéré la liste originale que tu m'avais partagée quand tu t'es fiancé, avant que ta mère ne prenne le contrôle des communications. 200 noms, numéros de téléphone, email. J'ai une base de données de contacts séparée pour chacun d'entre eux. Elle explique le plan. Le matin du mariage, elle enverra un SMS groupé et passera des appels personnels aux 15 invités les plus importants, la famille de Nicolas, mon oncle Thomas, nos amis les plus proches. Le message, le lieu a été surclassé, nouvelle adresse, arrivée pour 15 heures. Elle présentera ça comme une surprise. Et ma mère, je demande. Chloé croise mon regard. Elle garde l'adresse d'origine. Seulement l'adresse d'origine. La pièce devient silencieuse. J'ai aussi appelé quelqu'un d'autre, dit Chloé, sa voix devenue prudente. Margot Chevalier, de la télévision locale de Saint-Rémy. Le journal régional. Sujet, une meilleure amie sauve un mariage, une belle histoire de solidarité communautaire. Margot ne connaît pas les détails concernant ta mère. Elle sait juste que c'est un reportage qui fait du bien. J'hésite. Une équipe de télévision me semble être une étape sans retour. Chloé lit mon visage. Tu n'es pas obligé de décider maintenant. Mais Valérie, ta mère a mis ça sur Facebook. Elle a rendu les choses publiques en premier. C'est juste la vérité qui la rattrape. Une partie de moi se sent coupable. L'autre partie, celle que ma mère faisait taire depuis 28 ans, ressent quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du soulagement. Je ne dors pas cette nuit-là. Je suis allongé dans mon lit, Nicolas respirant lentement et régulièrement à côté de moi. Et je fais défiler le film de ma vie à l'envers. Chaque anniversaire que ma mère a centré sur elle-même. L'année où elle a annoncé son opération de la hanche à ma fête de mes 16 ans. Chaque accomplissement qu'elle a minimisé, l'enseignement, c'est bien, mais ce n'est pas une vraie carrière. Chaque petit ami qu'elle a fait fuir avant Nicolas, qualifiant chacun d'eux de pas assez bien jusqu'à ce que je croie que le problème, c'était moi. Et mon père. La dernière chose qu'il m'ait jamais dite, 3 jours avant sa crise cardiaque, debout devant l'évier de la maison où j'ai grandi, ne laisse personne te diminuer, Valérie. Pas même moi. Je n'avais pas compris alors. Je crois que je comprends maintenant. À 6 heures du matin, j'appelle Chloé. Faisons-le. Tu es sûr? Je suis sûr. Bien. Je lance tout aujourd'hui. Je raccroche et je passe un autre coup de fil. Oncle Thomas. Le petit frère de mon père. Ancien militaire, gérant d'un entrepôt dans la ville voisine. Il a été dans ma vie depuis ma naissance, mais garde ses distances avec l'orbite de ma mère. Un homme intelligent. Oncle Thomas, j'ai besoin de te demander quelque chose. Dis-moi. Est-ce que tu veux bien m'accompagner à l'hôtel? La ligne devient silencieuse. Je l'entends s'éclaircir la voix. Quand il parle, sa voix est rauque. Ton père serait si fier, Valérie. Je serre le téléphone contre ma poitrine après avoir raccroché. Je m'assois sur le bord du lit et je respire. Voici ce que je ne fais pas. Je n'appelle pas ma mère. Je ne donne pas d'explication. Je ne supplie pas. Je ne négocie pas. Pour la première fois en 28 ans, je choisis le silence. Pas le silence de la soumission. Le silence de quelqu'un qui a enfin pris une décision. 4 jours avant le mariage, et ma mère pense toujours qu'elle a gagné. J'y ai beaucoup repensé depuis. Pourquoi ma mère a-t-elle fait ce qu'elle a fait? Était-ce de la haine? Était-ce de la peur? Était-ce quelque chose de brisé en elle qui ne supportait pas de me voir entière? Je n'ai toujours pas de réponse parfaite, mais je suis curieuse. Si vous découvriez que votre propre mère avait annulé tout votre mariage, que feriez-vous? La confronteriez-vous? Garderiez-vous le silence comme je l'ai fait? Feriez-vous quelque chose de totalement différent? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir. Retour à 4 jours avant le mariage. Un jeudi. Je suis dans le couloir de mon école primaire de Saint-Rémy, remplissant ma gourde à la fontaine, quand j'entends sa voix. Pas au téléphone cette fois. En personne, dans mon établissement. Je suis ici pour voir comment va ma fille. Je lève les yeux. Ma mère se tient au bout du couloir,
parlant à la bénévole de l'accueil assez fort pour que chaque porte de classe ouverte l'entende. Elle est instable. J'ai peur qu'elle fasse une autre crise. Madame Perrin, l'enseignante de CM2, sort le bout de son nez de sa classe. Monsieur Girard, le concierge, se fige en plein coup de balai. Deux parents qui attendaient pour une réunion se tournent pour la dévisager. Mon visage devient blanc. Je sens mon sang se retirer comme si on avait enlevé un bouchon. Je marche vers elle. Des pas fermes. Mes baskets grincent sur le lino. Maman, c'est mon lieu de travail. S'il te plaît, pars. Elle pivote pour me faire face et son expression change. Blessé, meurtri, le menton tremblant. Madame, je vais devoir vous demander de sortir, gentiment mais fermement. Ma mère regarde autour du couloir les visages qui la fixent, les portes à moitié ouvertes, et elle redresse les épaules. Vous verrez, dit-elle, marchant vers la sortie. Tout le monde verra. La porte se referme derrière elle. Le couloir se détend lentement. Alors que monsieur Girard reprend son balayage, madame Perrin m'adresse un petit haussement d'épaule désolé. Puis, une main touche mon coude. Madame Dubois, 62 ans, qui enseigne dans cette école depuis 30 ans, ses lunettes de lecture sur une chaînette. Elle se penche vers moi. Ma chérie, ma mère était pareille. Ne la laisse pas gagner. 5 mots d'une quasi-inconnue. Et il me porte pour le reste de la journée. 2 jours avant le mariage. Le dîner de répétition chez Sylvie Lefebvre. Une maison de plein pied chaleureuse, avec une véranda entourée de guirlandes lumineuses que Nicolas a installées l'été dernier. Environ 30 personnes. La famille de Nicolas, quelques amis proches, Chloé, oncle Thomas. Poulet rôti, salade de pommes de terre, et la célèbre tarte aux patates douces de Sylvie. L'ambiance est chaleureuse, nerveuse, pleine d'espoir. Ma mère n'était pas invitée. Elle vient quand même. J'entends la portière de sa voiture à 19h15. Elle monte les marches de la véranda, portant une bouteille de vin et un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Sylvie ouvre la porte, surprise. Diane, nous ne t'attendions pas. Je suis la mère de la mariée. Elle entre. Le salon devient silencieux. Damien, le cousin de Nicolas, pose sa fourchette. Oncle Thomas se redresse sur sa chaise près de la fenêtre. Ma mère se sert un verre de vin, de sa propre bouteille, et le lève. J'aimerais porter un toast. Personne ne l'arrête. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle compte sur la politesse des gens. J'espère juste que Nicolas sait dans quoi il s'embarque. Un murmure parcourt la pièce. Que ce mariage dure plus longtemps que sa capacité de concentration. La pièce retient son souffle. Sylvie se lève. Sa voix est d'acier enveloppé de velours. Diane, ça suffit. Ma mère prend une gorgée, pose le verre, regarde les 30 visages qui la fixent. J'ai dit ce que j'avais à dire. Elle sort. La porte moustiquaire claque derrière elle. Le silence. Puis la main de Nicolas trouve la mienne sous la table. Il serre. Je serre en retour. Sylvie traverse la pièce et se penche près de ma chaise. Ses yeux sont humides. Elle murmure, « Je suis désolée d'avoir jamais douté de toi. » Un jour avant le mariage. Vendredi soir. Je plie des serviettes dans l'appartement de Chloé. Elle a insisté pour que je passe la nuit chez elle pour que Diane ne puisse pas m'atteindre. Mon téléphone vibre. Une capture d'écran de ma collègue Julie. C'est une publication Facebook. Le compte de ma mère. Priez pour ma fille. Elle se précipite dans un mariage contre un avis médical. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Le cœur d'une mère est brisé. Contre avis médical. Je le lis 3 fois. À chaque fois, les mots se réorganisent en quelque chose de plus laid. Il n'y a pas d'avis médical. Il n'y a pas de médecin qui ait dit « ne vous mariez pas ». Ma mère a inventé une crise médicale et l'a publiée devant 800 personnes dans une ville où tout le monde connaît le deuxième prénom de tout le monde. Mes mains tremblent. Chloé jette un coup d'œil, lit la capture d'écran, et son expression ne change pas. Elle a dépassé le stade du choc. Elle est en mode opérationnel. Je l'ai vue il y a 20 minutes, dit-elle. 800 personnes, Chloé. Je sais.
Elle est en train de dire à toute la ville que je suis malade mentalement. Chloé me prend le téléphone des mains. Pas brusquement. Comme une infirmière qui retire quelque chose qui fait mal à un patient. Ne réponds pas. Demain, la vérité parlera d'elle-même. Nicolas m'appelle depuis chez nous. Il l'a vu aussi. Je viens te chercher. Reste, dis-je. Je vais bien. Je suis avec Chloé. Tu es sûr? Je suis sûr. Il fait une pause. Plus d'écran ce soir, Valérie. J'acquiesce. Chloé prend mon téléphone et le range dans un tiroir de la cuisine. Elle prépare une tisane à la camomille. Nous sommes assis sur son canapé, sans trop parler, juste à respirer dans la même pièce. Je m'allonge dans le lit d'amis de Chloé cette nuit-là, les yeux ouverts, fixant le ventilateur de plafond qui tourne lentement. Demain. Demain sera différent. Je n'ai plus peur. Quelque chose a changé silencieusement, comme une clé qui tourne dans une serrure. Pour la première fois, je vois clairement, plus clairement que je ne l'ai jamais fait de ma vie. Samedi matin, le jour du mariage. 6 heures. Je me réveille dans la chambre d'amis de Chloé au son de sa voix, déjà au téléphone. Oui, madame. Surclassement du lieu. Une surprise pour les mariés. La nouvelle adresse est le domaine des Chênes Verts, chemin des Vignes. Arrivée pour 15 heures. N'allez pas à l'adresse d'origine. Elle fait les 100 pas dans son salon, en pantalon de jogging, avec un casque sur les oreilles. Un fichier Excel imprimé à la main avec 200 noms, chacun surligné en jaune, vert ou rouge. Jaune, SMS groupé envoyé. Vert, confirmé. Rouge, nécessite un appel personnel. À 8 heures, elle a passé 15 appels. Sylvie Lefebvre, confirmé. Oncle Thomas, confirmé. Le cousin Damien, tante Marguerite, les Dupont d'à côté, ma collègue Julie, Madame Dubois. Confirmé. 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 À 10 heures, 197 invités sur 200 ont confirmé le nouveau lieu. 3 ne peuvent pas venir. L'un a un enfant malade. 2 sont en voyage. Aucun n'est lié au sabotage de ma mère. Une seule personne n'est pas sur la liste de contacts. Diane Fontaine ne reçoit aucun SMS, aucun appel, aucune nouvelle adresse. Pour autant qu'elle le sache, le mariage a lieu au lieu d'origine, celui qu'elle a annulé. Le terrain vague. À midi, j'enfile ma robe dans la chambre de Chloé. Elle est simple, de couleur ivoire, longueur mi-mollet, avec des manches en dentelle. Je l'ai achetée dans une friperie à Lyon. 55 €. Ma mère l'avait qualifiée de honte de seconde main. Je l'appelle la mienne. Oncle Thomas arrive à 13h30. Il porte un costume gris, des chaussures cirées, les yeux déjà rouges. Il me voit et s'arrête dans l'encadrement de la porte. Seigneur, Valérie. Tu ressembles à ton père le jour de son mariage. Têtu et magnifique. Chloé vérifie sa montre, vérifie sa liste. Me regarde. Prête? Je lisse ma robe. Je prends une inspiration. J'ai été prête pendant 28 ans. Pour la première fois, mon mariage me semble être le mien. Le domaine des Chênes Verts se trouve au bout d'un chemin de gravier bordé de châtaigniers. Il y a un portail en bois blanc, grand ouvert. Au-delà, une pelouse vallonnée bordée de parterres de fleurs sauvages, de tournesol, de lavande, de gypsophile. Les fleurs que j'avais choisies. Les fleurs que ma mère avait effacées. Chloé les a ramenées. Des guirlandes lumineuses sont tendues entre 2 chênes centenaires, se balançant juste assez pour faire scintiller la lumière. Des chaises en bois bordent une allée centrale. Des chaises que Nicolas a fabriquées lui-même au cours de l'année écoulée. Une chaque week-end, empilée dans son atelier où je pensais qu'il s'occupait simplement. Il construisait notre mariage sans que je le sache. La rôtisserie est déjà en marche. Le grand Jacques en personne, dans son tablier en jean, s'occupe de la broche. Du porc effiloché, des gratins, du thé glacé, des bocaux en verre, tout comme je l'avais rêvé. Les invités commencent à arriver à 14h30. Ils passent le portail et s'arrêtent. Presque chacun d'entre eux s'arrête. Certains portent la main à leur poitrine. Certains rient d'incrédulité. Madame Dupont murmure à son mari, c'est encore mieux que l'original.
Sylvie Lefebvre entre, voit les fleurs sauvages, voit les chaises fabriquées à la main, voit les guirlandes lumineuses accrochant le soleil de l'après-midi de province. Elle me trouve près de la tonnelle et m'enlace. Fort, sincèrement. Voilà à quoi ton mariage a toujours dû ressembler. Margot Chevalier, de la chaîne locale, arrive discrètement avec son caméraman. Il s'installe sur le côté, discret, professionnel. Chloé les briefe. Une histoire réconfortante d'amitié et de communauté. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour l'instant. La vieille Madame Leroux, ma voisine depuis l'enfance, 81 ans, avec son chapeau du dimanche, me trouve et prend mes deux mains. Ton père te regarde, ma chérie. Je le sais. Je la crois. 200 chaises, 197 invités, et la seule personne manquante est celle qui a essayé de s'assurer que rien de tout cela n'existerait. 15 heures. La lumière de l'après-midi devient dorée. Oncle Thomas prend mon bras au bout de l'allée. Sa poigne est ferme, une fermeté militaire, mais sa main tremble. Des palanques murmure-t-il. Profite de l'instant. La musique commence. Pas une grande pièce orchestrale, juste une guitare. L'ami de Chloé, Clément, assis sur un tabouret sous le chêne centenaire, jouant une version en arpège de la chanson sur laquelle Nicolas et moi avions dansé lors de notre premier rendez-vous dans son atelier, l'assure encore sur le sol. Je m'avance. 200 visages se tournent. Certains sourient. D'autres pleurent déjà. Sylvie Lefebvre tient un mouchoir sur son nez. Madame Dubois me fait un signe de tête depuis la 3e rangée. Petit, constant, sûr. Nicolas se tient au bout de l'allée. Ses mains sont jointes devant lui. Ses yeux sont rouges et il ne s'en cache pas. Il ne m'a jamais rien caché. Alors qu'oncle Thomas me remet à Nicolas, il lui serre la main et dit, « Prends soin d'elle, ou tu auras affaire à moi. » Nicolas hoche la tête. L'officiant, l'ami d'université de Nicolas, David, ordonné en ligne le mois dernier spécialement pour l'occasion, fait simple. De courtes lectures, pas de sermon, puis les vœux. Nicolas commence. Sa voix se brise une fois sur le mot « maison ». Mon tour. Je ne lis pas sur une carte. Je le regarde et je dis ce que je retiens depuis des mois. Je te choisis, non pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce que je sais enfin que je mérite d'être aimé sans condition. Le jardin devient silencieux, même les oiseaux, on dirait. Je n'ai pas besoin de permission pour être heureuse. De la part de personne. Plus maintenant. La main de Nicolas trouve la mienne. L'officiant nous déclare mari et femme. Nous nous embrassons sous les chênes et les guirlandes lumineuses se balancent, et 197 personnes se lèvent. Le son de leurs applaudissements remplit le jardin comme une vague. Et quelque part, à 12 minutes de là, un terrain vague attend en silence. 15h15. À 12 minutes de là. J'ai appris les détails plus tard, reconstitués par oncle Thomas, par le vigile, et par les images de Margot Chevalier. Ma mère conduit jusqu'au lieu d'origine à 14h45. Elle gare sa berline grise, celle qu'elle garde toujours impeccable parce que les apparences comptent, et sort dans une robe bleu marine avec des boucles d'oreilles en perles. Elle n'est pas habillée pour le deuil. Elle est habillée pour la victoire. Elle marche vers le terrain. Il est vide. Pas de tente, pas de chaise, pas de fleurs, pas de traiteur. Les prestataires annulés, le lieu vide. Le rêve de sa fille effacé. Dans son esprit, l'histoire se termine ici, avec Valérie humiliée, revenant en rampant, ayant à nouveau besoin de sa maman. Puis elle regarde autour d'elle. Pas de voiture, pas d'invités qui arrivent. Pas de proches confus qui tournent en rond. Personne qui pleure au téléphone. Personne du tout. Le sourire s'efface et elle sort son téléphone pour m'appeler. Ça sonne 5 fois et tombe sur la messagerie. Elle appelle Chloé. Messagerie. Elle appelle Sylvie Lefebvre. Messagerie. Elle fait défiler ses contacts et appelle le cousin de Nicolas, Damien. Messagerie. Madame Dupont, messagerie. Julie de mon école. Messagerie. Cet appel. 8. 9. Pas une seule réponse. Elle se tient au milieu de ce terrain vague, le téléphone pressé contre l'oreille, tournant lentement sur elle-même. Le soleil est chaud. Les cigales sont bruyantes.
Et elle est complètement, totalement seule. J'essaie d'imaginer ce que ce moment a dû représenter pour elle. La seconde exacte où elle a compris. La seconde où son sourire est tombé et où la réalisation a percuté son esprit comme une pierre dans l'eau calme. Elle était venue me regarder me briser. Au lieu de cela, elle se tenait dans un champ vide, appelant numéro après numéro, et personne ne répondait. Quelqu'un finit par répondre. Une cousine éloignée de Nicolas, Béatrice, 74 ans, malentendante, qui n'avait probablement pas compris la consigne ne rien dire à Diane. Elle décroche à la 6e sonnerie. « Oh, Diane, tu n'as pas eu le message ? Le mariage est au domaine des Chênes vers maintenant. Un bel endroit sur le chemin des vignes. » Ma mère raccroche sans dire au revoir. 25 minutes plus tard, elle a dû enfreindre toutes les limitations de vitesse de Saint-Rémy. Sa berline grise crisse sur le chemin de gravier du domaine des Chênes verts. Elle voit le portail blanc, les guirlandes lumineuses à travers les arbres. Elle entend la musique, les rires, les tintements de verre, et la douceur fumée de la viande rôtie qui flotte dans l'air de la province. Et elle se gare. Elle marche vers le portail. Ses talons s'enfoncent légèrement dans le gravier. Un homme se tient à l'entrée. Hugo, l'ami de Chloé, un M90, le visage calme, tenant un porte-bloc. Il a été briefé. « Bonjour madame. Puis-je voir votre invitation ?» Ma mère se redresse. « Je suis la mère de la mariée. » Hugo regarde sa liste. Il la parcourt attentivement, de haut en bas. Il lève les yeux. « Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas sur la liste des invités. » Ma mère le fixe. Sa bouche s'ouvre puis se ferme. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, madame. J'ai vérifié 2 fois. À travers le portail, elle peut voir les chaises, les fleurs sauvages, les bocaux en verre, les invités qui rient. Elle peut voir le dos de ma robe. Elle peut voir le bras de Nicolas autour de ma taille. Tout ce qu'elle a essayé de détruire est juste là, vivant, intact et rayonnant. Et il y a un portail entre elle et tout ça, et un homme avec un porte-bloc, et son nom qui n'est nulle part sur la liste. Je comprends que ce soit difficile, dit doucement Hugo. Mais je ne peux laisser entrer que les invités inscrits. Pour la première fois de sa vie, ma mère est du mauvais côté d'une porte qu'elle ne peut pas ouvrir, et la clé n'est pas entre ses mains. Elle ne part pas tranquillement. Je reconstitue cela à partir des images de la caméra de Margot Chevalier, que je ne regarderai qu'une seule fois, 2 semaines plus tard, et plus jamais. La voix de ma mère monte. D'abord mesurée, puis tranchante, puis écorchée. C'est le mariage de ma fille. Je suis sa mère. Hugo ne bouge pas. Il garde les mains croisées devant lui et une expression neutre. Il a été formé pour ça. Chloé a pensé à tout. Madame, je comprends, mais je ne suis pas autorisé. Autorisé ? Je l'ai mise au monde. Plusieurs invités près du portail tournent la tête. Tante Marguerite murmure quelque chose à la personne à côté d'elle. Madame Dupont secoue lentement la tête. Ma mère voit les visages qui la regardent. Pas avec sympathie, pas avec confusion. Avec reconnaissance. Ils savent ce qu'elle a fait. Le message de changement de lieu de Chloé était clair, en raison d'annulation imprévue de prestataires par un membre de la famille, le lieu du mariage a été déplacé. Tout le monde sait qui est ce membre de la famille. Puis ma mère voit la caméra. Margot Chevalier et son caméraman se sont rapprochés du portail. Pas agressivement, ils font juste leur travail. Le voyant rouge est allumé. Ma mère se fige. Les larmes, celles qu'elle peut invoquer sur commande, s'arrêtent. Elle regarde l'objectif comme un cerf regarde les phares pendant un long moment. Elle se tient là, le masque se fissurant, non plus la mère en deuil, non plus le parent protecteur, juste une femme dans une robe bleu marine qui a tout parié sur le contrôle et qui a perdu. Elle fait demi-tour, marche vers sa voiture, ouvre la portière, monte, et s'éloigne. Elle ne regarde pas en arrière. À l'intérieur du jardin, je danse. Nicolas me guide à travers un pas de 2 maladroits sur l'herbe pendant que Clément joue de la guitare et que les guirlandes s'allument à mesure que le soleil décline. Je ne sais pas que ma mère est venue. Je ne sais pas qu'elle est partie. Chloé se tient près du buffet des desserts, observant le portail. Elle voit la berline grise disparaître sur le chemin de gravier. Elle prend son verre de thé glacé, boit une gorgée,
et retourne sur la piste de danse. Pas de triomphe, pas de jubilation, juste la paix. Elle est venue, me dira Chloé, des jours plus tard. Elle est partie. Tu n'as rien raté. Le reste de la soirée est le genre de normalité dont j'étais affamé. Des assiettes en carton remplies de porc effiloché, du thé glacé resservi 3 fois. Léo, le neveu de 7 ans de Nicolas, qui court après les lucioles sur la pelouse pendant que sa grand-mère lui crie de faire attention au parterre de fleurs. Nous coupons le gâteau. 2 étages, un glaçage à la crème au beurre, un petit bouquet de fleurs sauvages sur le dessus. J'ai fabriqué le cake topé moi-même. 2 petites figurines en bois que Nicolas a sculptées le mois dernier. Il croyait que je n'avais pas remarqué les copeaux de bois sur son établi. Je les avais remarqués. Sylvie se lève pour parler. Ce n'est pas une femme qui aime l'attention du public. Alors quand elle s'éclaircit la gorge et que le jardin devient silencieux, cela veut dire quelque chose. Je ne suis pas une adepte des discours, dit-elle. Mais je veux dire ceci. Bienvenue dans la famille, Valérie. Pour de vrai cette fois. Quelques personnes rient. Quelques personnes pleurent. Je fais les deux. Oncle Thomas y va ensuite. Il tient son verre fermement, mais sa voix tremble. Mon frère disait toujours que Valérie trouverait son chemin. Il fait une pause, déglutit. Il avait raison. Les applaudissements sont doux, pas un rugissement, juste un son chaud et régulier comme la pluie sur le toit d'une véranda. Alors je m'assois à la longue table en bois, une que Nicolas a construite pour un client l'année dernière mais a décidé de garder. Et je regarde autour de moi. 200 personnes mangeant de la viande rôtie dans un jardin plein de fleurs sauvages sous des guirlandes lumineuses dans une petite ville de province. Personne ne joue un rôle. Personne ne gère les apparences. Personne n'attend de voir si je vais craquer. Pour la première fois de ma vie, une célébration n'est pas prise en otage. Chloé capte mon regard de l'autre côté de la table. Elle lève son bocal en verre. Je lève le mien. Nous ne disons rien. Nous n'en avons pas besoin. C'était la première célébration de ma vie qui ne m'avait pas été volée. Plus tard cette nuit-là, après le départ du dernier invité, alors que les guirlandes clignotent encore doucement dans le jardin vide, Nicolas et moi sommes assis sur les marches du porche de notre maison. J'ai enlevé mes chaussures, sa cravate est desserrée, l'air de la nuit sent le jasmin et les restes de fumée de bois. Je dois te montrer quelque chose, dit-il. Il sort son téléphone et ouvre un fichier audio. Daté d'il y a 6 jours, 22h47. Je ne te l'ai pas fait écouter avant parce que tu étais déjà en train de craquer. Il appuie sur lecture. La voix de ma mère remplit le porche sombre. Elle a fait une dépression à l'université. T'a-t-elle raconté toute l'histoire? J'écoute. Elle ne supporte pas le stress. Elle va s'effondrer. Je continue d'écouter. Par maintenant. Sauve-toi. L'enregistrement se termine. Les cigales reprennent le dessus. Je reste là, à encaisser. La voix de ma mère. Celle qui me chantait des berceuses. Celle qui me lisait des histoires. Celle qui me disait que j'étais trop fragile, trop brisé, trop abîmé pour que quiconque puisse m'aimer, suspendu dans l'air chaud de la nuit. Je ne suis pas une cause perdue, dis-je. Je ne l'ai jamais été. Nicolas ne contredit pas. Il attend juste. Je veux envoyer ça à Margot Chevalier. Il me regarde. Tu es sûr? Ma mère l'a mis sur Facebook en premier. Elle a dit à 800 personnes que j'étais malade mentalement. Elle a dit à toute la ville que mon mariage était une erreur. Je croise les mains. Je ne la traîne pas dans la boue. Je laisse juste les gens entendre sa vraie voix. D'accord. Et les annulations de prestataires, les emails, les messages vocaux où elle se faisait passer pour moi. Chloé a tout ça. Nicolas hoche la tête. Ce n'est pas une vengeance, dis-je, autant pour moi que pour lui. C'est juste la vérité. Sans qu'elle ne la retouche. Il passe son bras autour de moi. La lumière du porche vacille. Quelque part au bout de la rue, un chien aboie 2 fois et s'arrête. Le lendemain matin, dimanche. Je suis assise à la table de la cuisine avec une feuille de papier blanche et un stylo. Pas un email, pas un texto. Une lettre manuscrite. Parce que certaines choses doivent coûter un effort.
J'écris 3 brouillons avant de trouver le bon. Le premier est trop en colère. Le deuxième est trop gentil. Le troisième est honnête. Maman, je t'aime. J'ai besoin que tu saches ça en premier parce que le reste de cette lettre sera difficile à lire. Tu as annulé mon mariage. Tu as dit à mon fiancé que j'étais une marchandise avariée. Tu as dit à la ville que j'étais malade mentalement. Tu as dit à sa mère que j'étais instable. Tu es venu sur mon lieu de travail et tu as sous-entendu que je faisais une crise de nerfs devant mes collègues. Tu as posté sur Facebook que je me mariais contre un avis médical. C'était un mensonge. Je ne te déteste pas pour tout ça, mais je ne peux pas faire comme si ça ne s'était pas produit. Je pense que tu as peur. Je pense que tu as peur depuis la mort de papa. Peur d'être seul. Peur de perdre le contrôle. Et peur que si je construis ma propre vie, il n'y aura plus de place pour toi à l'intérieur. Il y a de la place. Il y aura toujours de la place, mais pas comme ça. J'ai besoin de distance. Je ne sais pas pour combien de temps. Quand tu seras prête à parler, à vraiment parler, sans culpabilité, sans utiliser tes larmes comme des armes, sans essayer de contrôler la conversation, je serai là. Mais la porte s'ouvre de mon côté maintenant. Pas du tien. Je t'aime, maman. Mais l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la captivité. Valérie. Je plie la lettre. Je la mets dans une enveloppe et j'écris Diane Fontaine sur le devant. Je conduis jusqu'à la maison d'oncle Thomas et je la lui remets. Il la lit, debout dans l'encadrement de sa porte. Quand il a fini, il la plie soigneusement et me regarde. Ton père aurait écrit la même chose. Il la livre cet après-midi-là. Je ne demande pas comment elle a réagi. Je ne suis pas prête à le savoir. Une semaine après le mariage, le reportage de Margot Chevalier est diffusé sur la chaîne locale. Le sujet dure 4 minutes et demie lors du journal de 18 heures. L'angle, une demoiselle d'honneur sauve le mariage de sa meilleure amie après un sabotage familial, une belle histoire de solidarité à Saint-Rémy. Margot reste élégante. Elle ne nomme pas directement ma mère. Elle dit qu'un membre de la famille va annuler tous les prestataires du mariage une semaine avant la cérémonie. Elle montre des images du jardin, des fleurs sauvages, des guirlandes, de Nicolas et moi en train de danser. Elle interviewe Chloé, qui dit simplement, quand quelqu'un que vous aimez a des problèmes, vous n'attendez pas la permission pour l'aider. Elle n'a pas besoin de nommer Diane. Mais dans une ville de 4000 habitants, l'omission est une identification. Si la mère de la mariée n'est pas sur les images du mariage, et qu'un membre de la famille a fait le sabotage, tout le monde fait le calcul. En 3 jours, j'entends les répercussions. La publication de Diane, celle sur l'avis médical, est capturée et partagée dans la moitié de la ville avant qu'elle ne puisse la supprimer. Quand elle le fait, il est trop tard. Les gens la mettent côte à côte avec le reportage de Margot. Le comité de bienfaisance de Saint-Rémy, où Diane siège au conseil d'administration depuis 6 ans, lui envoie un email poli. Nous pensons qu'il est préférable que vous preniez un congé le temps que les choses se calment. Au salon de coiffure de Patricia, Patricia elle-même dit à Diane pendant son rendez-vous, « Diane, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je pense que tu devrais parler à quelqu'un, un professionnel. » Les voisins arrêtent de faire signe depuis leurs allées. Les invitations pour les déjeuners du dimanche n'arrivent plus. Les coups de fil se font rares. Je suppose que la monnaie d'échange de ma mère à Saint-Rémy a toujours été sa réputation. La veuve dévouée, la mère sacrifiée, la femme qui tenait tout à bout de bras. Cette monnaie n'a plus aucune valeur. Une femme sur le groupe Facebook de la ville écrit ce que tout le monde pense, « J'ai toujours cru que Diane était une mère dévouée. » Il s'avère qu'être dévoué et être dans le contrôle total, c'est la même chose vue de l'extérieur. J'apprends la suite par oncle Thomas, qui prend des nouvelles de ma mère parce que, malgré tout, elle reste la femme de son défunt frère. Et Thomas est le genre d'homme qui n'abandonne pas les gens, même quand ils l'ont mérité. Diane l'appelle un mercredi soir, 2 semaines après le mariage. Elle pleure. Ils ont monté ma fille contre moi. Thomas n'y va pas par 4 chemins. Personne ne l'a monté contre toi, Diane. Tu l'as poussé à bout. C'est mon enfant. J'ai des droits. Tu as le droit de l'aimer. Tu n'as pas le droit de la posséder. Elle lui raccroche au nez, rappelle 20 minutes plus tard, plus calme, essayant un angle différent. Chloé a tout manipulé. Elle a empoisonné Valérie contre moi.
Chloé a sauvé un mariage que tu as essayé de détruire. Silence. Thomas me dit qu'elle appelle quelques-unes de ses vieilles amies du comité de bienfaisance. Elle leur dit qu'elle a été évincée par sa fille et la meilleure amie manipulatrice de sa fille. Le discours est familier. Diane la victime. Diane la martyre incomprise. Mais cette fois, personne n'y croit. Tout le monde a vu la publication Facebook. Tout le monde a regardé le reportage de Margot. Ils ont besoin d'aide. De vraie aide, pas de pitié. Thomas passe devant la maison de Diane un soir et voit la lumière allumée dans la cuisine. Par la fenêtre, il la voit assise seule à la table, regardant un vieil album photo. Son album de mariage. Elle est mon père. Jeune, souriant, intact. Il me raconte ça prudemment, comme s'il n'était pas sûr que je veuille l'entendre. J'écoute. J'espère qu'elle se fera aider, dis-je. Je le pense vraiment. Pas parce que je lui ai pardonné. Parce que je sais à quoi ressemble quelqu'un qui se noie et qui est trop fier pour appeler à l'aide. Je dis à Thomas que si elle accepte de voir un psychologue, j'irai à une séance de thérapie familiale avec elle. Une seule. C'est mon offre. Ce n'est pas un pardon. C'est une condition. Et c'est la chose la plus généreuse que je puisse offrir pour le moment. L'argent s'est arrangé, en grande partie. Nicolas et moi avons contacté les prestataires d'origine, ceux que ma mère a annulés en se faisant passer pour moi. Nous avons apporté les preuves. Les emails où Diane signait Valérie Fontaine, les messages vocaux où elle utilisait mon prénom. La fleuriste et le traiteur ont tous deux examiné les preuves et ont convenu, nous n'avons pas autorisé l'annulation. Céline, la fleuriste, nous a remboursé 2000 €. Le traiteur a rendu 4500 €. Cela fait 6500 € de récupérer. Pas tout, mais assez pour respirer. Le lieu de réception initial avait une politique plus stricte. Pas de remboursement après 30 jours, mais le gérant, après avoir entendu l'histoire et écouté les messages vocaux, nous a offert un avoir pour un événement futur. Nicolas a dit, nous l'utiliserons pour fêter notre premier anniversaire de mariage. J'ai ri, pour la première fois depuis un moment. Nous avons remboursé les 6000 € à Chloé en 2 mois. Elle a résisté. Considérez ça comme un cadeau de mariage, a-t-elle dit. J'ai fait le virement quand même. Certaines dettes ne sont pas une question d'argent, ce sont des questions de respect. Quelque chose d'inattendu est né du mariage lui-même. 3 invités qui ont vu les chaises et les tables fabriquées à la main par Nicolas pour la réception l'ont contacté la semaine suivante. Des commandes de meubles sur mesure. Une salle à manger pour les Dupont. Une chaise à bascule pour la vieille Madame Leroux. Une bibliothèque pour le producteur de Margot Chevalier. L'atelier de Nicolas, qui peinait à trouver des clients réguliers, a soudainement eu une liste d'attente de 3 mois. Je ne porte pas plainte contre ma mère. Je ne poursuis pas en justice pour obtenir des dommages et intérêts. Je l'ai brièvement envisagé, mais je suis une institutrice de 28 ans dans une petite ville de province, et c'est ma mère. Le système judiciaire n'est pas fait pour ce genre de blessure. Mais je garde tout. Chaque message vocal, chaque email, chaque capture d'écran, soigneusement rangé dans un dossier que Chloé a intitulé Au cas où. Nous ne sommes pas devenus riches. Nous ne nous sommes pas vengés. Nous sommes juste devenus libres. 3 mois plus tard. Notre maison est petite. 2 chambres, une salle de bain, un porche qui a besoin d'être repeint. Nicolas dit qu'il s'en occupera au printemps. Et je le crois, parce que cet homme termine toujours ce qu'il commence. Je retourne enseigner. Mes élèves de CE2 ne savent rien de ce qui s'est passé, et c'est exactement comme ça que je le veux. Ils se soucient des tables de multiplication et de qui va donner à manger aux hamsters de la classe. C'est la chose la plus ancrée dans la réalité dans ma vie. Madame Dubois, l'enseignante qui m'avait murmuré « Ne la laisse pas gagner » dans le couloir ce jour-là, commence à laisser un petit gâteau sur mon bureau tous les vendredis. Elle ne mentionne jamais pourquoi. Je ne demande jamais. Sylvie Lefebvre et moi dînons ensemble un dimanche sur 2. Elle m'apprend à faire le gratin dauphinois, la recette de la famille Lefebvre écrite à la main sur une fiche cartonnée si vieille que l'encre s'efface. Dimanche dernier, elle m'a tendu la fiche originale. Elle est à toi maintenant, a-t-elle dit. Les recettes de famille vont à la famille. Je l'ai scotché à l'intérieur du placard de notre cuisine, à côté d'une photo de Nicolas et moi au domaine des chênes verts.
Je n'ai pas parlé directement à ma mère. Oncle Thomas et le pont. Il me dit qu'elle a commencé à voir un psychologue, y est allée 2 fois, a arrêté. Y est retournée, a arrêté encore, puis y est retournée une 3e fois. Elle essaie, m'a dit Thomas au téléphone un soir. Lentement. Lentement, c'est très bien, lui ai-je répondu. Je ne vais nulle part. Je le pense vraiment. La porte que j'ai décrite dans ma lettre, celle qui s'ouvre de mon côté, est toujours là. Je vérifie parfois mentalement qu'elle est là. Comme on vérifie une plante dont on n'est pas sûr qu'elle survivra à l'hiver. Je n'ai pas besoin que ma mère soit parfaite. J'ai juste besoin qu'elle arrête de faire semblant que je suis brisé. C'est le minimum. Et pour la première fois, je n'ai pas peur de m'y tenir. Je veux vous dire quelque chose directement, pas en tant que personnage d'une histoire. En tant que moi, Valérie. Je ne vous ai pas raconté tout ça pour que vous détestiez ma mère. C'est une femme qui souffre. Elle a perdu son mari trop jeune et elle n'a jamais appris la différence entre s'accrocher et retenir en otage. Sa peur est réelle. Son chagrin est réel. Mais sa douleur ne lui donne pas le droit de détruire ma vie. Et la vôtre non plus, qui que soit votre bourreau. Mais si vous avez quelqu'un dans votre vie, une mère, un père, un frère, une sœur, un partenaire qui utilise l'amour comme une laisse, qui vous fait vous sentir coupable d'être épanoui, qui vous punit parce que vous grandissez, je veux que vous m'entendiez. Vous n'êtes pas ingrat de vouloir respirer. Vous n'êtes pas égoïste de dire non. Vous n'êtes pas une mauvaise fille ou un mauvais fils pour vouloir construire une vie qui ne gravite pas autour de leur anxiété. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes. Et c'est vous qui avez la clé. Je n'avais pas planifié de vengeance. Je n'avais pas de plan. Mais j'ai eu de la chance. J'avais Chloé. J'avais Nicolas. J'avais oncle Thomas et Sylvie et madame Dubois et 200 personnes qui se sont présentées dans un jardin de secours un samedi en province parce que quelqu'un leur a envoyé un texto disant « Faites-moi confiance ». Si vous n'avez pas de Chloé, s'il n'y a personne dans votre coin du ring en ce moment, alors soyez votre propre Chloé. Faites un plan, pas un plan de vengeance, un plan pour votre avenir. Un plan qui protège la version de vous-même que votre mère ou votre père ou quiconque essaie d'effacer. Vous méritez d'exister sans permission. Je le sais parce que j'ai passé 28 ans à attendre une permission. Et le jour où j'ai arrêté de la demander a été le jour où ma vie a réellement commencé. Je me suis demandé tellement de fois depuis lors, si Chloé n'avait pas fait ce plan de secours, que se serait-il passé? Aurais-je été assez forte pour tenir debout toute seule? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Alors, je veux vous demander, avez-vous une Chloé dans votre vie? Quelqu'un qui vous protège avant même que vous sachiez que vous avez besoin d'être protégé? Ou êtes-vous la Chloé de quelqu'un? Celle qui maintient le plan de secours pendant qu'il s'effondre? Dites-le moi dans les commentaires. J'adorerais vraiment lire votre histoire. Maintenant, laissez-moi vous dire comment tout cela se termine. 6 mois après le mariage, je rentre de l'école un mardi après-midi. Il y a un courrier sur le porche. Pas dans la boîte aux lettres. Sur le porche, déposé à la main. Une enveloppe de couleur crème sans adresse d'expéditeur, avec mon nom écrit d'une écriture que je reconnaîtrais dans le noir. Quand je l'ouvre, debout sur le pas de la porte, pas de lettre à l'intérieur, pas de mots, juste une unique fleur sauvage pressée. Une marguerite sauvage aplatie et séchée entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Je la tiens pendant un long moment. Une fleur sauvage. La fleur que j'avais choisie pour mon mariage. La fleur que ma mère avait remplacée par des roses blanches. La fleur que Chloé a ramenée. Je ne sais pas si c'est des excuses. Je ne sais pas si c'est un adieu. Je ne sais pas si elle l'a pressée depuis son propre jardin, ou si elle l'a acheté quelque part, ou si elle l'a cueilli dans le fossé de la route départementale 12, où les marguerites sauvages poussent librement chaque été. Je ne l'appelle pas. Je ne suis pas prête. Peut-être qu'elle n'est pas prête non plus. J'emporte la fleur à l'intérieur et je la place sur la bibliothèque, appuyée contre notre photo de mariage. Nicolas et moi sous les chênes centenaires, les guirlandes lumineuses en arrière-plan, des fleurs sauvages partout. Ma mère n'a rien dit. Et c'est peut-être la chose la plus gentille qu'elle ait faite depuis des années. Nicolas rentre de l'atelier, de la sueur sur les avant-bras. Il me voit debout devant la bibliothèque. Ça va? Oui. Je me retourne. Je vais bien.
Par la fenêtre de la cuisine, le soleil de fin d'après-midi inonde le jardin. Je peux entendre le rythme de la scie circulaire de Nicolas qui redémarre. Le chien du voisin qui aboie. Un oiseau qui chante quelque part dans le châtaignier. Je m'appelle Valérie Fontaine-Lefèvre. J'ai 29 ans maintenant et, pour la première fois, ma vie m'appartient.